Bonjour Olivier Matteux. En cette période de nouvelle vague Covid, ne peut-on pas aussi parler de nouvelle vague des politiques libérales? C'est une belle question. Bon, tout d'abord, bonjour à toutes et tous les camarades et les travailleurs qui vont nous suivre sur le Facebook de l'UDCGT 13. Pour en venir à ta question, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de nouvelle vague, mais plutôt de continuité. Ce qui peut changer, c'est le niveau d'intensité des attaques, mais pas ni l'objectif, ni la philosophie, ni la stratégie et du gouvernement et du patronat. Ce qui est mis en œuvre depuis le début de la pandémie s'inscrivait déjà au tout début très clairement dans le programme annoncé d'Emmanuel Macron et dans la satisfaction des desiderata du grand patronat. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que depuis le départ, ils ont engagé des sommes folles d'argent public et qu'avec presque maintenant 2 ans de recul, on se rend compte que la grande majorité des fonds mobilisés a profité aux plus riches, que ce soit au travers des entreprises du CAC 40 et des grands groupes, comme des grandes fortunes du pays. Ce qui malheureusement nous prouve une nouvelle fois que nous avons affaire à un président qui est en mission pour la finance internationale, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui en réalité un seul euro d'argent public engagé qui n'aille pas en direction de poches ou de caisses privées. On voit le sort qui est fait à la fonction publique et au service public. On est en pleine bataille là contre la mise en œuvre de la loi de transformation de la fonction publique et notamment la question des 1617 heures, où là très concrètement on demande aux fonctionnaires chargés d'exécuter le service public, de rendre le service public, de travailler plus en étant moins payés et en travaillant dans des conditions encore dégradées. Certains auraient la facilité de dire ces feignants de fonctionnaires, ils n'ont mérité que ça, ce qui est particulièrement injuste. Injuste pour les fonctionnaires qui sont au travail tous les jours et qui l'ont été pendant la période de pandémie, comme tous les salariés de première ligne, je pense à ceux des commerces et services, des transports, bien entendu des personnels hospitaliers, mais ce qui est aussi très injuste vis-à-vis des usagers. Puisqu'aujourd'hui on fait porter toute la charge sur ceux qui produisent les richesses, en épargnant ceux qui les récoltent, je parle là des très riches, pour des services publics toujours plus dégradés. Donc on a un gouvernement qui est dans sa logique sur toujours plus de cadeaux faits au grand patronat, et je dis bien au grand patronat, je fais le distinguo avec les commerçants, les artisans, avec les auto-entrepreneurs, en gros avec tous ceux qui vivent de leur travail. Pour tout cela, les choses se sont compliquées. Pour les ultra riches et les plus riches, les choses le vont mieux encore qu'avant la survenue de la Covid-19. Donc il va falloir qu'on nous explique que tout ça c'est dans l'intérêt général. Et là où le gouvernement est qu'on le veuille ou non en difficulté, gouvernement et patronat, c'est que la conscience de cette injustice-là et de l'inefficacité de ces politiques-là, elle grandit dans les têtes des travailleurs et du monde du travail. Les retraités sont mobilisés, les fonctionnaires sont mobilisés, les salariés du privé, toute activité confondue, il y a des batailles partout dans le pays. On sent bien les tentatives de réponse au travers du chèque énergie, le chèque inflation. Sauf que c'est des cadeaux qu'on autofinance, enfin qu'on s'autofinance. À chaque fois, c'est enfoncer des coins dans le salaire socialisé et qu'on le veuille ou non, c'est une manière de ne pas répondre à la question cruciale du moment, c'est l'augmentation des salaires, pensions et minima sociaux. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de vague nouvelle. C'est une adaptation de la stratégie du gouvernement et du patronat pour essayer de perdre le moins possible de la part des richesses immenses qu'ils accaparent et éviter l'explosion sociale dans le pays qui est en train de monter. On n'appuiera pas sur un bouton. On n'appuiera pas sur un bouton pour déclencher les choses. Mais si on travaille à la mise en convergence de tous les conflits sociaux en cours, de tous les mouvements revendicatifs
qui, à leur manière, remettent en cause toutes les logiques appliquées par le patronat et le gouvernement. Et c'est le travail de la CGT d'œuvrer à ces convergences-là. Il ne faut pas simplement y appeler, il faut l'organiser. Et il faut l'organiser à partir de tout ce qui fait le commun de tous les travailleurs, qu'ils soient du privé, du public, actifs, retraités, privés d'emploi, ou y compris ceux qui demain devront vivre de leur travail, je parle des jeunes, des étudiants. La responsabilité de la CGT dans la période, c'est donner à voir que la nature des attaques est identique dans tous les secteurs. La réponse, elle doit être collective. Il ne s'agit pas de nier les réalités de chaque secteur. Ce que vit un fonctionnaire du privé, ce n'est pas forcément identique dans la façon dont c'est mis en œuvre, mais en tout cas, ça part des mêmes logiques. C'est à chaque fois faire reposer sur ceux qui font le travail, sur ceux qui créent les richesses, la part la plus dure, et s'assurer que ceux qui sont là-haut, bien à l'abri des aléas de la vie, ils soient de mieux en mieux. Ça, c'est la responsabilité de la CGT. Et cette convergence-là, on doit la construire, y compris à partir de ce qui est juste pour les travailleurs, mais y compris à partir des moyens qui existent là dans la période. Il n'y a jamais eu autant d'argent mis à disposition dans les caisses des grandes entreprises. Cet argent-là, il doit servir à la satisfaction des besoins des populations, à garantir l'indépendance industrielle du pays, et en gros à satisfaire l'intérêt général. À quel moment ça va être le tour des travailleurs et des populations? Quand ça ne va pas, on nous explique qu'il faut faire des sacrifices. Quand ça va, il faut malgré tout faire des sacrifices et faire remonter les dividendes dans les caisses des mêmes, en prévision du moment où ça n'ira pas. Sachant que les crises, pour la plupart, elles sont créées par le système lui-même. En étant en crise perpétuelle, il nous explique perpétuellement que ce n'est jamais le tour des travailleurs et des populations. Il y a une prise de conscience de ce jeu-là qui est mené depuis malheureusement des décennies, mais qui à chaque fois nous fait beaucoup de mal. Les attaques contre la sécurité sociale, les attaques contre l'hôpital public, les attaques contre l'éducation nationale qui était massivement mobilisée ce matin et qui le sera très certainement à nouveau dans les jours qui arrivent. En tout cas, pour ce qui est de la CGT Bougeronne, on donne rendez-vous à tout le monde le 25 janvier, un meeting ici même à la centrale de Gardanne, à la fois pour soutenir le combat des camarades qui se battent pour la réindustrialisation du site, le retour à l'emploi des personnels licenciés à la demande du gouvernement suite à l'arrêt des centrales à charbon, qui a été à l'époque soutenu par certains qui doivent bien se mordre les doigts d'avoir pris des décisions aussi précipitées, puisque le gouvernement vient de prendre un décret permettant aux centrales à charbon qui restent encore en capacité de tourner, de pouvoir tourner un certain nombre d'heures pour pallier au déficit de production dans la période. Voilà, donc prendre des décisions dogmatiques, ça a forcément tout le temps des conséquences. Donc on a ce rendez-vous le 25 janvier, mais y compris le 25 janvier, ça doit être le rendez-vous de toutes les luttes et une étape de la construction de ce tous ensemble nécessaire. La solution le sera dans le tous ensemble. Donc 25 janvier, 27 janvier, appel national interprofessionnel, c'est de la responsabilité de toutes et de tous. Bien entendu, toutes les organisations de la CGT, tous nos militants, toutes nos militantes doivent s'engager dans la construction et dans la réussite de ces temps forts. Mais il faut dire aussi que là, c'est le moment que les travailleurs, et je le redis, quand j'entends travailleurs, c'est le monde du travail, privé d'emploi, retraités, actifs, privés, publics, jeunes, étudiants. C'est le moment là qu'ils prennent leurs affaires en main. Non pas qu'ils signent un chèque en blanc à la CGT pour traiter leurs affaires, mais qu'ils prennent leur destin en main, c'est-à-dire qu'ils donnent la puissance nécessaire au mouvement social pour imposer d'autres choix. Dans leur programme, je m'excuse d'être long à partir de la question que tu as posée, mais non, on n'est pas sur une nouvelle vague. On est sur une adaptation du rythme, de l'intensité, mais c'est les mêmes objectifs qui sont poursuivis et ils ne s'arrêteront pas. Si on prend aujourd'hui le débat autour des élections présidentielles, sans mettre de côté les idées d'extrême droite qui sont prédominantes chez tous les candidats du camp réactionnaire, on va le dire comme ça, qui défendent le système en place. Le reste du discours, c'est à celui qui va supprimer le plus de fonctionnaires, qui va fermer le plus d'usines,
qui va réduire le plus de coûts de fonctionnement dans tel. Et peut-être qu'ils oublient quand ils réfléchissent à tout ça qu'on sait que quelques familles parmi les plus riches dans le pays se sont partagées 300 milliards d'euros. Que toutes les années depuis 2008, le CAC 40 il pète des scores de versement de dividendes toujours au même. Peut-être qu'ils pensent qu'on se considère, nous, condamnés à devoir perdre la fonction publique, à devoir perdre ce qui a fait le secteur public. Je pense à la SNCF, je pense à EDF, au nom des dogmes du capital, la rentabilité, la compétitivité, la concurrence, mais c'est eux qui nous imposent ces contraintes-là. La réalité, c'est que si nous faisons le choix d'utiliser les richesses créées pour satisfaire l'intérêt général, il y a largement de quoi faire, bien rémunérer tout le monde, assurer une protection sociale au travers particulièrement de la sécurité sociale de très très haut niveau. Il y a possibilité d'avoir des services publics de qualité. On n'a pas aujourd'hui à payer des choses qu'on ne payait pas hier parce que le capital a décidé que ça devait être mis dans le secteur marchand. Il y a de quoi assurer de bons salaires dans tous les secteurs, des bonnes conditions de travail. On pourrait y compris réfléchir à la réduction du temps de travail en 32 heures, qui allégerait la peine de ceux qui sont au travail, mais qui mettrait en situation de travail des millions de travailleurs, et y compris pour regarder un peu que le progrès technologique profite aux salariés, et pas simplement aux actionnaires. Si dans la grande distribution des caisses automatiques, ça ne doit pas vouloir dire systématiquement suppression de postes de caissière. On peut alléger le temps de travail de tous ceux qui restent, et faire en sorte que les richesses qui sont créées le permettent, encore une fois, d'augmenter les salaires. On n'est pas condamné à la régression. Le fait, par contre, de ne pas y aller tous ensemble, ou de ne pas y aller du tout, oui, là, on se condamnerait. Et nous serions responsables de notre propre sort. Mais le choix que nous avons à faire, c'est d'y aller ensemble et d'imposer d'autres logiques. Alors justement, comme tu le dis, les travailleurs sont en colère et se mettent en mouvement sur leur lieu de travail. Quel peut et doit être le rôle de la CGT? Je le redis, le rôle de la CGT, c'est de travailler à la mise en convergence de toutes les luttes. Cette mise en convergence-là, elle ne doit pas être faite sur des bases incantatoires. Elle doit partir de ce que nous appelons, nous, les cohérences revendicatives, en donnant à voir les intérêts communs qu'ont les travailleurs de quelque secteur qu'ils soient, à y aller ensemble. On a fait la démonstration. Quand on casse une industrie sur un territoire, les conséquences le sont sur les salariés organiques, toute la chaîne de sous-traitance, l'ensemble des activités connexes, mais y compris ça va jusqu'au service public, aux petits commerçants. Quand il y a moins de salariés dans une ville et plus de gens sans rémunération ou au chômage, qu'on le veuille ou non, pour les commerçants du coin, ça ne va pas mieux. On a des exemples où on a fermé des classes d'école parce que des fermetures d'usines ou d'unités de production ont fait que les populations se sont déplacées et on a justifié donc de fermeture d'une classe, de classe parce qu'il n'y avait plus les enfants. Donc à chaque fois qu'on casse un outil industriel, on fait reculer les services publics. Et dans le même temps, à chaque fois qu'on fait reculer le service public, on fait en sorte que les industriels qui ne sont pas complètement bêtes, qu'est-ce qu'ils regardent? Niveau d'infrastructure, niveau de service public, avant de s'installer quelque part. Et donc on rentre dans un cercle catastrophique de régression. Et partant de là, il y a, quoi qu'il arrive, intérêt commun à tous les salariés de défendre et nos outils industriels et nos services publics. Et nous avons quelque chose en commun, qui est la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est une machine qui ne peut pas s'effondrer, à condition qu'on continue à l'alimenter à partir des richesses qui sont créées. Et de ce point de vue-là, il faudrait augmenter les salaires parce que ça augmentera les rentrées d'argent à la Sécu, pour la Sécu, pardon, mais il faut mettre le capital à contribution. Il faut que le patronat paye ce qu'on paye, au moins ce qu'on paye nous, quoi, sur la base du... C'est pas possible qu'ils continuent à s'en mettre plein les poches pendant qu'on continue à rembourser de moins en moins les médicaments, qu'on voit l'hôpital public se dégrader au point, et je le redis, il n'y a rien pour les personnels, parce que les conditions dans lesquelles on les met, c'est ignoble. Et pendant que cet argent-là que nous créons, par notre travail,
finit dans les poches de quelques actionnaires, voire dans les paradis fiscaux. Parce que les mêmes candidats à la présidentielle qui se font concurrence pour savoir combien ils vont détruire d'emplois dans le privé, dans le public, ils oublient de dire que si on arrêtait l'évasion fiscale, on récupérait quasiment 100 milliards d'euros pour financer voilà, tout ce qu'il y a besoin pour l'intérêt général. Donc c'est sur ces bases-là que les convergences doivent se construire. Sur la solidarité que les travailleurs se doivent entre eux, sur la solidarité que les générations de travailleurs se doivent entre eux, mais elles doivent surtout se construire sur la base des intérêts communs des travailleurs, et on en a bien plus que ce qu'on peut penser. Donc en fait, ce qui se dessine, c'est de faire un combat pour des projets de société qui sont diamétralement opposés. Que porte la CGT comme vision alternative au capitalisme, et comment empêcher le fascisme et les idées d'extrême droite de prendre pied chez les travailleurs? La CGT, elle a deux piliers. C'est la défense quotidienne des intérêts des travailleurs et la transformation de la société. On pourrait dire qu'il y a un delta tellement grand, mais sur quoi on doit s'appuyer pour participer à la transformation de la société? C'est par la contestation au quotidien des mauvais coups qui sont portés aux travailleurs, en leur donnant à voir que c'est des mauvais coups, que c'est pas juste, mais surtout qu'on pourrait faire autrement. Et pour que cet autrement devienne possible, il faut qu'on lève du poids, du pouvoir à ceux qui aujourd'hui imposent tous ces mauvais coups et la régression sociale. Bien entendu que c'est projet contre projet qu'on doit y aller. Le capitalisme, il ne s'effondrera pas tout seul. Le capitalisme, il est en capacité de se mettre en crise permanente pour se régénérer. Toujours sur le dos des travailleurs et des populations. Si effectivement on n'est pas à la fois efficace et utile au quotidien, on finit par servir à rien. Mais si on ne met pas en cause le système tel qu'il est, on est condamné à le vivre perpétuellement. Donc ces deux piliers-là sont absolument indissociables si on veut être la CGT. Et forcément, pour être crédible, il faut être utile au quotidien, et deux porteurs de solutions sur le long terme qui, de manière très pragmatique, il ne s'agit pas là aussi d'appuyer sur un bouton pour expliquer qu'on passera du capitalisme à une société où les richesses le seront réparties de manière à ce que ce soit l'intérêt général qui prime, où ce sera l'être humain qui sera en permanence au cœur des préoccupations. Ça ne se fera pas comme ça. Le gâteau que défendent ces gens-là, il est bon, et ils ne se laisseront pas faire. Mais on ne peut pas renoncer à changer le système, tout simplement parce qu'on se condamnerait à vivre ad vitam aeternam les mêmes choses, les mêmes injustices. Et il n'y a aucune raison qu'on soit dans cet état d'esprit-là. Et donc, alors comment empêcher vraiment le fascisme et les idées d'extrême droite, puisque comme tu l'as dit dans ton intervention tout à l'heure, on parle beaucoup de ça ces temps-ci, justement à prendre pied chez les travailleurs. Et qu'est-ce qui permet, depuis là aussi des décennies, que les idées d'extrême droite aient autant pénétré les esprits, y compris chez ceux qui ont le moins intérêt à ce que les idées d'extrême droite l'emportent. C'est le fait que le capital crée de l'injustice, de l'insécurité, la peur de l'autre et la division parmi ceux qui auraient intérêt à s'unir pour changer les choses. Donc c'est clairement à ce système qu'il faut s'en prendre. Il n'y a pas dans l'histoire d'exemple où un système capitaliste a été mis en danger dans un pays où, pour se sauver, il ne s'est pas tourné vers le fascisme et l'extrême droite. Il n'y en a pas. En permanence, pour se régénérer, s'ils n'arrivent pas à le faire par la crise, par les restrictions, c'est vers le fascisme qu'ils se tournent. Donc il faut dire et redire aux travailleurs que l'allié objectif du capitaliste, c'est le fasciste. Il faut le dire et le redire, mais il ne faut pas avoir peur de le dire. Demain, le patronat, comme il a fait, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale, pas tous, mais l'essentiel du grand patronat, avait fait allégeance aux nazis. Et demain, ils feront la même chose. Donc, à partir du moment où on fait la démonstration très claire que ce soit Marine Le Pen, Zemmour, ou ceux chez les Républicains qui se sentent autorisés à porter, d'ailleurs on pourrait dire la même chose du camp macroniste, hein, avec les lois asile et toutes les lois liberticides, ça commence à ressembler à quelque chose qui est, en tout cas qui permet que les idées d'extrême droite le soient banalisées. En réalité, toutes les solutions le sont
parmi le camp des travailleurs. La solidarité, la fraternité, porter ensemble nos intérêts communs, les valeurs du monde du travail. Il n'y a pas le racisme dans les valeurs du monde du travail. Quand on est sur un chantier, qu'on travaille ensemble, qu'on construit ensemble, qu'on bâtit ensemble, on est fiers de le faire ensemble. Et pour ça, il faut créer les conditions pour qu'ils ne puissent pas s'appuyer sur la menace du chômage, sur la concurrence qu'ils imposent entre les travailleurs en allant chercher toujours le moins 10 ans, les contrats détachés, le travail au noir. Et il y a un aspect sur lequel il faut être très clair aussi. Personne ne quitte son pays par plaisir. Et la plupart de ceux qui sont obligés de le faire, ils fuient souvent des bombes. Et ils fuient très souvent des bombes françaises. Donc, les mêmes qui fustigent l'étranger en permanence et qui lui mettent sur le dos tous les maux de la société française, je ne suis pas certain qu'une fois au pouvoir, ils prendraient la décision d'arrêter les ventes d'armes, d'arrêter de bombarder des pays, pour faire en sorte que des populations entières ne soient pas obligées de quitter leur pays. Et ça, ils vivent très bien cela avec ces contradictions. Parce qu'ils sont en réalité dans le camp de ceux qui captent les richesses et qui sont prêts à tuer des vies pour garantir le plus haut taux de profit possible dans leur entreprise, enfin dans leur groupe. Mais il faut le dire tout ça. L'extrême droite, quelle que soit la version ou le visage, blanc, brun, c'est l'allié objectif du capitalisme. Et on doit les combattre au même niveau que ce qu'on doit combattre, ceux qui imposent toutes ces souffrances. Nickel, merci Olivier Matteux.